Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. J'ai le plaisir de vous retrouver avec Fabrice Ravel pour aborder une dimension subjective de la géopolitique, puisque nous allons nous intéresser au registre des émotions. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier. Alors voilà, c'est une thématique qu'on n'attend pas forcément, les émotions. C'est une dimension subjective, on sait que la géopolitique pour certains est une science, ou du moins elle tend à être perçue comme ça par les géopoliticiens, c'est-à-dire qu'on a une analyse stratégique, tacticienne, et tout d'un coup on inclut là l'émotion. Effectivement, il paraît important de poser la question qui est relative à l'émotion au sein de la géopolitique, parce que notamment à travers le développement des réseaux sociaux, ce dont on se rend compte, c'est que chacun d'entre nous est dans la possibilité que de réagir immédiatement face à des situations, à des événements. Et souvent, quand on réagit de façon aussi instinctive, c'est l'émotion qui prend le pas sur la raison. C'est la raison pour laquelle on pouvait avoir le sentiment qu'il était opportun que de se poser la question de savoir quelles étaient les interactions entre la géopolitique d'une part, qui, comme vous le soulignez, est considérée par beaucoup d'entre nous comme une science, certes imparfaite, humaine, mais une science, qui cherche à comprendre les logiques ou les stratégies. Et puis l'émotion dont on sent bien spontanément qu'elle va plus être dans une logique de sensibilité que dans une logique de rationalité. C'est la raison pour laquelle il n'est peut-être pas inintéressant de savoir comment ces deux logiques qui paraissent si différentes au départ peuvent s'amalgamer par la suite. Vous avez évoqué les réseaux sociaux, on peut parler du traitement médiatique des événements. Est-ce que ça voudrait dire qu'on est rentré aujourd'hui dans un registre émotionnel beaucoup plus développé quand on pense la géopolitique, les rapports de force, les conflits ? Alors, il est indubitable aujourd'hui qu'il y a une dimension due à la technologie qui renforce considérablement la part de l'émotion. Ceci étant, je crois qu'il faut aussi qu'on nuance un petit peu nos propos parce qu'on pourrait avoir tendance à considérer que donc l'émotion ce serait un facteur nouveau qui serait dû uniquement à l'émergence d'abord du net dans les débuts des années 90, puis les smartphones, puis les SMS, alors que ce n'est pas totalement vrai. Il y a eu une première apparition de l'émotion en géopolitique ou en relations internationales à travers l'émergence de ce qu'on appellera une opinion publique. Au départ, l'opinion publique n'existe pas. Si on remonte l'histoire, d'abord avant l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, parce que les informations sont très peu diffusées déjà, et que peu de gens manipulent le savoir de l'écriture ou de la lecture, et même par la suite, parce que la totalité des traités sont plutôt faits dans des cabinets feutrés, à Versailles par exemple, ou à Schönbrunn en Autriche, et donc les populations sont mises à l'écart de ces raisonnements. Avec le développement des informations et de la culture, vers le courant du 19e siècle, on a l'émergence d'opinions publiques, et on pourrait citer des événements dans lesquels les gouvernements commencent à faire attention à ce que pense l'opinion publique. On pourrait en prendre quelques exemples qui ne sont pas forcément d'ailleurs connus à travers cette grille de lecture. La guerre de sécession qui a lieu entre mai 1861 et mai 1865, entre les États du Nord et les États du Sud, à un moment, en France comme au Royaume-Uni, on s'est posé la question de savoir si on allait intervenir dans cette guerre, et peut-être à la surprise de nos étudiants, plutôt du côté des États du Sud, parce qu'à l'époque, ils étaient vus comme des États qui souhaitaient leur indépendance, plutôt que des États esclavagistes. Et donc en fait, ça c'est un sujet sur lequel on pourrait peut-être revenir sur une autre émission. En fait, Lincoln ne voulait pas du tout libérer les esclaves au départ, il voulait maintenir les États du Sud au sein de l'Union des États-Unis, et quand il a senti le risque que certains États extérieurs allaient intervenir, il a instrumentalisé ou utilisé la libération des esclaves. On le voit bien dans un ouvrage de Nicole Bacharan qui s'appelle « Les secrets de la Maison-Blanche », dans lequel en réalité il fait un discours en décembre 1862, et dans ce discours en décembre 1862, il dit « Nous souhaitons libérer les esclaves ». Et en fait, l'objectif, c'était de frapper les opinions publiques en France et au Royaume-Uni, parce que là, ça devenait impossible de se battre pour les États du Sud, puisque la guerre n'était plus le synonyme que de donner l'indépendance aux États, mais de protéger l'esclavagisme, ce qui ne mettait plus du tout dans la même dimension. C'est un peu la même chose avec un conflit qui est totalement ignoré. C'est d'autant plus paradoxal que pourtant la France y était liée. Sur la guerre des Boers entre 1899 et 1902 en Afrique du Sud, puisque les Boers, on a eu l'occasion de préciser un certain nombre de choses sur l'Afrique du Sud dans une émission qu'on avait faite l'année dernière. Les Boers, qui étaient donc des descendants de colons français
allemand et belgo-néerlandais étaient en guerre avec les Britanniques qui voulaient établir une colonie. Or, le mouvement des Boers a paru tout de suite sympathique en France parce qu'effectivement, on avait une méchante entre guillemets, puissance coloniale qui cherchait à s'imposer sur des gens qui étaient libres. Et il y a beaucoup d'officiers français qui sont partis s'engager dans cette guerre du Transvaal ou cette guerre du Boer, ce qui montre bien qu'il y avait l'émergence d'une opinion publique. Là où on peut aller d'ailleurs plus loin, c'est qu'en réalité, cette opinion publique, même les États, les dictatures et les États totalitaires ont dû y faire attention. Ce qui montre bien que là, il y a une montée en puissance de la sensibilité. Parce qu'il y a un fait qui est assez peu connu. Quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1939, en fait, les services secrets allemands et les sections spéciales de l'armée allemande ont monté une fausse opération qui consistait à attaquer une station radio sur les bords de la frontière germano-polonaise afin d'accuser les Polonais d'avoir fait une agression pour ensuite légitimer dans un deuxième temps le fait que les Allemands, par mesure de rétorsion, envahissaient la Pologne. Et en fait, cette manœuvre n'avait aucun objectif militaire, par définition. Elle avait juste pour objectif de montrer au peuple allemand qu'en réalité, il ne s'agissait pas d'agresser la Pologne, mais de défendre l'intégrité du territoire allemand qui aurait été attaqué. Ce qui prouve une chose, même les dictatures totalitaires ont besoin d'essayer de justifier leurs actions aux yeux des peuples, ce qui montre l'arrivée de la sensibilité et de l'opinion publique bien avant l'émergence des réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui. On voit qu'il y a un lien donc, entre le registre de l'émotion et la démocratie, que c'est partie liée par la question de l'opinion publique, que cette question de l'opinion publique, elle se pose aussi dans les régimes totalitaires, qui sont une sorte d'avers du régime démocratique, hein, et que dans les conflits, la bataille de l'opinion publique est cruciale. Mais disons qu'on voit ces manipulations-là, mais on voit aussi que l'émotion peut se retourner contre certains États dirigeants, contre des tyrannies, des dictatures, des États démocratiques, lorsqu'ils s'engagent dans des conflits qui ne sont pas justifiés, ou tout du moins où l'opinion publique réagit émotionnellement. Donc on pourrait penser qu'il y a des vertus aussi dans cette émotion qui peut contrecarrer des logiques économiques, stratégiques, et les logiques de ce monstre froid qu'est l'État. Oui, vous citez Nietzsche. L'état le plus froid de tous les monstres froids. C'est vrai que spontanément, on pourrait penser que finalement, l'émotion est une vertu, parce qu'à force d'être trop rationnel, d'être trop posé ou trop éloigné des réalités, on en finit par envisager des stratégies non morales, et que donc, quelque part, l'arrivée de l'émotion nous amènerait à nous ramener sur la nature humaine qui permettrait d'adoucir un certain nombre de solutions. Sauf que là, finalement, il y a trois choses qu'on pourrait dire. D'abord, paradoxalement, les démocraties sont plus soumises à une interaction avec l'émotion que les totalitarismes qui, elles, manipulent l'émotion. Quand on voit les défilés de Nuremberg, le nazisme, c'est quand même l'exemple qui est le plus souvent usité et mis en avant. Enfin, quand même, les parades de Nuremberg, c'est vraiment la volonté de totalement annihiler le raisonnement, de totalement réduire la réflexion, de totalement engoncer l'individu dans le groupe. Donc déjà, c'est déjà une première remarque. Donc on voit bien que c'est des parades nocturnes après une journée de travail, pour enlever tout discernement, qu'on est d'ailleurs porté à la fois par les parades, par la musique, par les retraites au flambeau. Il y a une analyse qui sera assez intéressante, qui est souvent faite en psychanalyse. Je rappelle pour nos étudiants que le rouge et le noir, Stendhal est souvent associé en psychanalyse à tout ce qui est désir ou érotisme. Les couleurs, le rouge et le noir. Et le rouge et le noir. Et quand on voit comment le drapeau nazi est configuré, on voit bien que ça a été énormément recherché, pour dire comment les choses, cette manipulation des foules, comme un certain nombre d'auteurs d'ailleurs se sont plus à les décrire dans les années 20. Donc déjà, la première remarque, c'est que les dictatures finalement arrivent paradoxalement à mieux suborner l'émotion pour lier les peuples à elle, alors que les démocraties sont plus en but à une émotion, alors qu'elles souhaiteraient plutôt être dans le raisonnement. Mais alors après, quand on dit qu'on fait appel à l'émotion, il faudrait savoir aussi sur quel type d'émotion et sur quelle valeur humaine on joue. Dominique Moïsi le montre bien dans un ouvrage qui s'appelle « L'émotion en géopolitique ». J'y reviendrai par la suite parce que cet ouvrage est assez intéressant. Il a été écrit il y a une dizaine d'années. Et en réalité, on voit bien que c'est souvent la peur ou l'humiliation en fait, qui servent de ressort en géopolitique. Et on sent bien spontanément à l'énoncé de ces deux mots que là, on n'est pas dans une dimension positive. La peur, c'est la peur de l'autre. Il y a un film magnifique avec Antonio Banderas, je conseille à nos étudiants, Le 13e guerrier, qui est lui-même tiré d'un ouvrage, dans lequel il y a un diplomate de Bagdad qui finalement accompagne 12 vikings, alors on est au Moyen-Âge, et à un moment, lors de leur tribulation, ils ont affronté un peuple inconnu qui a l'air d'être mi-homme, mi-ours,
et qui effraie énormément les populations parce que quand on en tue quelques-uns, les corps disparaissent et bien sûr là il y a une part d'ésotérisme ou de surprise. À qui a-t-on affaire? Et on se rend compte que finalement c'est une tribu qui utilise cet artifice pour qu'on ait peur d'elle. Et donc en fait la peur est un vecteur très très puissant en géopolitique. Et là je nous renvoie à une autre série, Game of Thrones. J'ai souvent l'habitude de dire en cours à nos étudiants, le mur est immense parce qu'il est proportionnel à nos angoisses ou à nos peurs du monde. Donc c'est là où l'émotion n'est pas totalement positive, parce qu'elle nous aliène sur des sentiments qui sont quand même les pires. Et puis il y a un autre sentiment, c'est l'humiliation. Et là l'humiliation, ça pourrait nous emmener assez loin en termes d'exemple en géopolitique, parce que après 14-18 par exemple, pourquoi est-ce qu'on a une deuxième guerre mondiale 20 ans après, enfin novembre 18, septembre 39? D'abord parce que les vaincus ont été humiliés. Et souvent, Keynes, ça le rappelle, il dit les traités sont trop durs, les vaincus sont humiliés, donc ils vont vouloir se venger. Plus intéressant encore, me semble-t-il, les Italiens qui sont pourtant vainqueurs sont humiliés, eux, parce qu'on leur avait promis un certain nombre de concessions territoriales que finalement on ne veut pas leur donner. Et donc le peuple italien est mortifié de considérer qu'il est comme une sorte d'état de deuxième zone. On le voit bien dans les traités internationaux des années 19, 20 ou 21. Il y a un ouvrage, comment Lloyd George, Clemenceau et Wilson font les traités de paix, par Nate Macmillan, et on voit bien que les Italiens sont mis totalement de côté. Et ce n'est pas neutre ce qu'on est en train de dire, parce que c'est l'une des raisons principales qui va expliquer l'émergence du fascisme dans les années 20. Car l'Italie est un pays totalement singulier dans ce genre de circonstances. L'Italie a gagné la guerre, mais parce qu'elle est humiliée, elle va basculer, comme un certain nombre d'autres d'États vaincus, dans le fascisme et dans le nazisme. Plus près de nous, on a deux autres exemples qui sont assez intéressants, me semble-t-il. On a d'abord la cession de Vladimir Poutine. Ça aussi, c'est un sujet qu'on a eu l'occasion d'aborder l'année précédente. Mais là, j'aimerais l'évoquer sous un angle différent. C'est que si on veut comprendre pourquoi Vladimir Poutine est autant enraciné dans la réalité russe aujourd'hui, c'est parce qu'on oublie que dans les années 90, il y avait Boris Eltsine. Or, l'image de Boris Eltsine que les Russes ont eue, c'est l'image d'un Boris Eltsine sous, il faut dire clairement les choses, totalement sous, qui titube, qui n'arrive pas à tenir debout, et il est tellement grotesque que le président Clinton ne peut pas réfréner une crise de fou rire. Et pour les Russes, mais ça a été une humiliation. Parce que si on se met dans l'inconscient russe, pour les Russes, les Américains sont en état très jeune, on va le dire de façon pudique, donc de leur point de vue, la culture est peu développée. Alors là, si on commence à sortir la culture russe, Tolstoï, Gogol, Tchaïkovski, enfin là, de toute façon, il nous faudrait plus de 30 minutes pour évoquer les plus grands noms russes. Et donc les Russes disent, nous, on n'a pas forcément toujours connu la démocratie ou la liberté ou le bonheur, mais on a une très grande civilisation. Donc les Russes ont eu le sentiment dans les années 90 que non seulement ils perdaient la guerre froide, mais qu'en plus ils étaient humiliés sur la scène internationale. Et c'est là où, à mon sens, on comprend mieux le succès qu'a Vladimir Poutine auprès d'une majorité de ses compatriotes, n'en déplaise aux Occidentaux, parce qu'il a fallu laver cet affront. D'ailleurs, quand il y a eu la résurgence de la guerre en Yougoslavie au début des années 90, on oublie trop souvent que quand les Occidentaux, et notamment les Américains, ont bombardé Belgrade et les Serbes, à un moment les Russes ont dit « attention quand même à ce que vous faites, parce que les Serbes sont nos frères slaves, et si vous continuez, pour nous c'est tellement intolérable que malgré le fait qu'il y a eu la fin de la guerre froide, on va réintervenir. » On n'a pas été loin là d'un affrontement entre Russes et Américains qui s'explique à travers l'humiliation telle qu'elle était ressentie. Et puis, il y a un événement plus récent, qui, à mon sens, contribue aussi à expliquer l'actualité. On oublie trop souvent que Trump a été élu parce que la population WASP, White Anglo-Saxon Protestant, et là c'est la synthèse, elle a à la fois peur de l'avenir parce qu'elle sent le pouvoir lui échapper pour des raisons démographiques, et elle est humiliée parce qu'elle a le sentiment à travers, à tort ou à raison, les deux présidences de Barack Obama, qu'elle n'a plus le droit à la parole. Donc en réalité, là on a une pulsion, on a une sensibilité exacerbée qui, plus que d'amener une nuance dans la géopolitique, a plutôt amené des ressorts qu'on qualifiera, pour rester pudique, d'excessifs. J'imagine que nos étudiants, quand ils ont entendu le mot émotion, ont pensé à l'empathie, à la sympathie, à l'altruisme, à la générosité. Et voilà, il faut insister aussi sur ça. Les registres émotionnels larges, et il y a les pulsions, les peurs, les humiliations, qui peuvent donner des réactions instinctives, violentes, brutales, ce que vous venez de décrire à travers une série d'exemples. Il y a aussi autre chose, et là, ça peut être la grande générosité qui va être convoquée. Je regarde une photo, je m'émeus. Ce qu'on oublie dans ces circonstances, c'est le cadrage. Tous les journalistes le savent, il faut une contextualisation. L'émotion, parfois, empêche la contextualisation. C'est exactement ça. Alors, en plus, en guise de transition, ce qu'il faut rappeler dans l'ouvrage de Dominique Moïsi, parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion, c'est qu'il a écrit une dizaine d'années, il a dit « Heureusement,
l'élection de Barack Obama montre le retour de la raison sur l'émotion. Et comme l'ouvrage a été écrit il y a 10 ans, on pourrait lui dire oui, mais alors l'élection de Trump montre le contraire. Et c'est d'autant plus intéressant que quand on lit l'ouvrage et qu'on prend le sommaire, j'encourage nos étudiants à le faire, on voit bien que d'ailleurs il découpe les émotions que sur des émotions qu'on qualifiera de peu positives. La peur, l'émotion, la revanche. Il n'y a pas tellement d'émotions positives. Et ce que vous êtes en train de souligner, Olivier, est très juste. Et ça nous amènera sur une question par la suite. Parce que la photo, c'est l'instantané. Et donc, on a une photo, on a un choc visuel et on a une réaction instantanée. Or, en géopolitique, il faut faire la part des choses entre le court terme et le long terme qui permet à une stratégie de se déployer. Et là aussi, on a des exemples qui sont célèbres. Bon, d'abord, il y a une photo. Alors, sur le Vietnam, il y a évidemment énormément d'outils photographiques, puisque c'était pendant une période où, en plus, tous ces moyens-là se sont considérablement accélérés. Mais il y a une photo qui est très, très célèbre, me semble-t-il. Il y en a deux. Il y en a une où on voit un commissaire du Sud-Vietnam qui met un pistolet sur la tempe d'un Viet Cong, et par la suite, on sait qu'il l'abat. Donc ça, c'est très, très violent hein, comme image. Et évidemment, il y a aussi la photo d'une jeune demoiselle qui est nue et qui court avec d'autres enfants affolés, et dont on saura par la suite qu'en fait, elle fuit des bombardements américains en napalm qui brûlaient tout sur 2 kilomètres et qu'en réalité, elle est brûlée au 2e ou au 3e degré derrière. Donc là, il y a une émotion qui subjugue tout, et puis on ne peut pas s'empêcher quand même de repenser avec émotion à cette photo d'un très très jeune enfant de 3 ans ou 3 ans et demi qui est mort ou qui gît inanimé sur les plages. Et toutes les opinions publiques, à juste titre, ont été profondément marquées. On a une réaction. Mais alors, ce qui est assez intéressant, et là j'utiliserai plutôt un autre exemple, c'est que ce qu'il faut, c'est remettre la photo dans son contexte. Et là, parfois, c'est encore plus violent que le choc visuel. Parce que quand il y a eu l'intifada en 2009, et c'était déjà la même démarche quand il y a eu les affrontements entre des jeunes catholiques dans l'Ulster et l'armée britannique, on a souvent ces images d'enfants de 6, 7, 8 ans qui jettent des cailloux contre des soldats dont on voit bien qu'en plus, ils ressemblent à des sortes de robots ou de super soldats tels qu'on les voit dans les séries américaines, avec les gilets pare-balles, les casques, les visières ou les fusils. Et donc on a l'impression d'avoir David contre Goliath, c'est ça l'image, le tout petit qui ose se mesurer vraiment au géant. Et donc notre sympathie spontanée, notre empathie spontanée va évidemment au tout petit, sauf que quelque part on devrait avoir la voix de la raison qui nous dit oui mais quelles sont les logiques idéologiques ou politiques qui sous-tendent chacun des deux acteurs. Et d'ailleurs, on pourrait aller plus loin. Parce que pour dire comme les choses, dans l'intifada, moi je faisais remarquer aux étudiants une chose, le soldat israélien, il représente le seul État démocratique dans la région quand même. Et ça, souvent, on avait totalement tendance à l'oublier. Comme on avait tendance à oublier une question, c'est « et qui a mis la pierre dans la main de l'enfant » Qui instrumentalise? Parce qu'à la limite, l'enfant, il ne devrait pas être là. Donc qui met la pierre dans la main de l'enfant et le pousse dans la rue pour lancer la pierre? C'est quand même pas un geste spontané. Et ça, les photos ont tendance tellement elles paraissent criantes de vérité ou immédiates, elles ont tendance à empêcher ce raisonnement et cette remise en cause. Et là, on voit bien qu'il y a un danger. Parce qu'il va y avoir un télescopage entre raison et sensibilité. Et ce télescopage va nous amener certainement sur la question suivante, à savoir temps court, temps long. Oui, vous évoquiez la simultanéité ou l'instantanéité de l'émotion. C'est ça le registre émotionnel, c'est dans l'instant. Or, ce qu'on dit depuis des semaines et des semaines à nos étudiants, c'est que la géopolitique, c'est le temps long. C'est le temps long et c'est remettre toujours un événement ou une logique dans son contexte pour en comprendre les différentes implications et pour en comprendre les différentes solutions. Donc là, on voit bien qu'il y a un hiatus énorme. D'ailleurs, ça va nous amener à plusieurs paradoxes en fait. Le temps court, c'est la tactique. Le temps long, c'est la stratégie. Alors, il y a 3 conséquences, à mon avis, qui sortent de là. Les opinions occidentales sont d'accord pour agir, mais elles sont d'accord pour agir dans l'instant, tout de suite, et du moment que la solution est immédiate. Or, quand on voit un enfant mort sur une plage, quelle est la solution? Elle peut être double. Elle dire, mais il n'est pas acceptable, de fait, que ce phénomène, d'abord, n'aurait jamais dû avoir lieu et ne se reproduise, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu penser à tout ça avant, c'est-à-dire à empêcher qu'une guerre civile, d'un point de vue géopolitique, d'ailleurs, que fait l'ONU, que
que n'aurait-il pas fallu faire avant pour empêcher qu'il y ait de telles vagues de migrants, ou pour que ces vagues de migrants puissent être accueillies de telle façon que justement on n'ait pas de tels drames. Donc ça nous remet face à nos propres responsabilités, face au fait que justement il eût fallu y penser plus tôt. Donc ça c'est la première chose. On revient sur un temps long, parce que là la solution sur temps court, qu'est-ce que c'est? De même que sur des opérations militaires, je repense au conflit, alors là en Irak, entre août 1990 et février 1991, les Occidentaux veulent bien faire la guerre, mais du moment que la guerre est gagnée rapidement, or une guerre, on sait quand on la commence, mais quand on la finit, et surtout si on n'a pas de mort. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est assez intéressante, les Américains ont perdu la guerre au Vietnam, non pas militairement, mais politiquement, parce qu'ils ont tout voulu montrer. Ils ont tout montré. On avait accès à tout, les bombardements, et surtout, il y avait quelque chose qui était assez exceptionnel. La télé américaine, tous les soirs, passait le kill ratio, on dit en américain, c'est-à-dire la balance de nombre de morts. Et alors on disait, voilà, il y a 2500, 2400 Vietnamiens qui sont morts, et il y a 3 Américains qui sont morts. Et évidemment, quand on entend ça comme ça, on dit, ah bon, bah, donc les Américains ont gagné. Sauf que, Olivier, par la suite, pendant 10 minutes, on nous montrait le CV de chacun des soldats américains, le nom, le prénom, les photos de ces jeunes étudiants qui sortaient de Yale ou d'Harvard, et la famille en train de pleurer. Et ça, c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc tout d'un coup, il y a une sorte de rupture psychologique qui s'est créée aux États-Unis. Ils ont perdu la guerre psychologiquement. Ce qui est énorme quand on connaît la culture américaine, parce qu'il y a eu un refus. Des morts qu'on ne connaît pas, c'est acceptable. Des morts qu'on arrive à identifier, c'est plus supportable. Et ça a une conséquence. Lors des 2 guerres en Irak, d'une part celle qu'on évoquait entre 90 et 91, et puis celle de 2003, les télévisions américaines et les journalistes étaient interdits du champ de bataille. C'est-à-dire qu'en gros, on ne montrait plus rien. On montrait juste des missiles qui tablaient, qui étaient toujours parfaits et qui ciblaient toujours, ce qui quand même laisse un peu dubitatif, mais enfin bon bref. Et en gros, on ne sait toujours pas quels sont le nombre de pertes officielles que les Américains prêtent aux Irakiens en 90 et 91, parce que les chefs du Pentagone ou de l'armée américaine se sont rendus compte qu'on est tellement sensible aux pertes humaines qu'on ne supporte même plus les pertes de l'adversaire. Ce qui montre bien que là, il y a quelque chose qui est important. Et puis, il y a un deuxième point qu'on appelle l'effet Godwin, c'est bien connu à l'université, c'est un chercheur qui a mis ça en avant, c'est que comme on est sur les réseaux sociaux et qu'on est dans l'émotion, tout le monde s'invective assez rapidement, y compris parfois sur des sujets qui ne sont pas géopolitiques et qui peuvent paraître parfois un peu plus légers. Et on a remarqué une chose, qu'est-ce que c'est que le point Godwin? Le point Godwin, c'est que quand quelqu'un est dépourvu d'arguments, il a tendance à traiter son interlocuteur immédiatement de nazi ou d'Hitler, et ça met fin à la conversation. Et donc en fait, il y a une montée en puissance irrationnelle où les gens passent plus leur temps à s'invectiver que de chercher à se convaincre. Et là, on voit bien que l'émotion devient perverse parce qu'on quitte totalement le champ de la rationalité et donc de la recherche d'une solution objective. Et puis enfin, il y a un troisième point qui est là aussi intéressant, c'est que les chefs d'État aujourd'hui, en Occident en particulier, se rendent compte que comme les populations sont de plus en plus submergées par l'émotion, si on veut prendre le temps d'une part de trouver une solution et de ne pas être précipité dans la réponse, que de comprendre l'ensemble des conséquences qu'elles peuvent avoir et que les mettre en place, bah les chefs d'État vont être de plus en plus poussés, je crois, ou tentés, à laisser l'opinion publique dans l'ignorance et à de plus en plus revenir à une tradition de la diplomatie du XVIIe et XVIIIe siècle, c'est-à-dire à finalement cacher des réalités au peuple. Ça c'est assez intéressant. Et là, il y aurait beaucoup d'exemples, mais il y a un ouvrage qui me revient à l'esprit à ce propos, même si ce n'était pas l'objet premier. Quand l'ancien président de la République, François Hollande, avait fait un ouvrage qui d'ailleurs, sur cet aspect-là, avait beaucoup surpris et la classe politique et les observateurs, l'ouvrage, c'était ce qu'un président ne devrait pas dire. Et il y a bien sûr des chapitres qui sont à la fois sur les relations internationales et d'ailleurs sur les services secrets français. Et là, il y a beaucoup d'observateurs de toute sensibilité politique, parce que là, ce n'était pas la question, qui s'étaient permis de faire remarquer qu'il y a quand même effectivement des choses qu'il conviendrait de ne pas dire. Donc paradoxalement, même en démocratie aujourd'hui, on est en train de se dire, non pas qu'on se méfie de la démocratie ou du peuple, mais qu'on se méfie de l'émotion telle qu'elle conduirait la démocratie ou le peuple à agir de façon trop pulsionnelle et plus rationnelle. Et là, paradoxalement, c'est là où on se rend compte qu'une émotion qui pouvait paraître chargée de dimensions positives parce que humaine, finalement peut peut-être nous amener en géopolitique à des contresens, voire à des catastrophes. Est-ce que c'est ce qu'on appelait la raison d'État finalement qui revient aussi en avant contre le régime d'opinion? Oui, alors la raison d'État revient,
Alors peut-être que d'ailleurs ça nous relierait aussi à la nature des relations internationales. La raison d'État revient parce que contrairement à ce qu'on pouvait espérer, les guerres reviennent et la fin de la guerre froide, c'est plus le retour des relations internationales que la fin des relations internationales. Il y a une phrase d'Hegel qui est un peu dure d'ailleurs de ce point de vue-là. La raison d'État permet de légitimer et d'écraser l'innocente fleurette si le fait d'écraser cette innocente fleurette permet à l'État d'aboutir au succès. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est plus du tout dans l'émotion, mais qu'on est totalement dans la raison. Mais je crois que ça fera un très bon mot de conclusion. Merci Fabrice. Merci Olivier. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes et à tous.